Au cœur d'un monde qui change à toute vitesse, la France se transforme, traverse des crises d'identité. Nous avons choisi 5 zones de turbulence en France à découvrir en 5 épisodes. Je m'appelle Antoine Boyer et dans ce 4e épisode, nous prenons la direction de la capitale des Alpes, Grenoble. J'ai passé plusieurs jours à Sciences Po Grenoble. Cette école est plongée dans la tourmente depuis qu'un débat sur la manière de parler de l'islam a fait voler en éclats la tranquillité de cet établissement réputé. Depuis, les polémiques se multiplient. En réalité, Sciences Po Grenoble est devenu un miroir de tensions dans le monde universitaire et dans la société française. Le sujet est si sensible qu'un seul mot, islamophobie, a suffi à déclencher un débat presque national. En France, la religion n'a pas sa place dans la vie publique, c'est la loi. On appelle ça la laïcité. Par exemple, vous ne verrez jamais un président prêter serment sur la Bible ou le Coran. Mais c'est surtout l'islam, devenu la 2e religion de France, qui cristallise les débats. Pour certains, l'islam n'est pas compatible avec la République laïque. Pour d'autres, c'est au contraire l'obsession pour la laïcité qui exclut les musulmans. Turbulence épisode 4, Islam et laïcité, un débat délicat. Quelques instants, Grenoble, terminus de notre TGV. Quand j'arrive à l'Institut d'études politiques de Grenoble, l'IEP, tout le monde n'a pas envie de répondre à mes questions. Moi, je n'ai pas trop envie d'exprimer sur le non, je travaille. Je suis désolée. Non. Ouais. Les couloirs de Sciences Po Grenoble sont plutôt vides. Les étudiantes et les étudiants sont en pleine période d'examen. On sort de partiel. Vous sortez de partiel, ok. Étudiants, professeurs, direction, tous ceux avec qui j'ai discuté sont éprouvés, voire épuisés par des mois de polémique. Ça a révélé aussi des tensions qui existaient à l'IEP depuis un moment. Et évidemment, le traitement médiatique de l'affaire a rendu le truc beaucoup plus difficile à vivre. Le 4 mars 2021, les noms des professeurs Klaus Kinsler et Vincent Tournier se retrouvent placardés sur les murs de Sciences Po Grenoble. Ils sont accusés d'islamophobie et de fascisme. Ces affiches circulent brièvement sur Internet. L'affaire choque en France. Cette cabale a conduit à la mise sous protection policière des professeurs pour ne pas revivre un drame similaire à celui qui a coûté la vie à Samuel Paty. Virginie Duby-Muller, députée Les Républicains, parle de Samuel Paty. Ce professeur d'histoire d'un collège de banlieue parisienne a été assassiné par décapitation quelques mois plus tôt par un extrémiste. Pendant un cours sur la liberté d'expression, il a montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. Ces accusations contre les 2 professeurs de Sciences Po arrivent donc dans un contexte particulier. La France reconnaît le droit au blasphème, la critique des religions, mais comme l'avait déjà montré l'attentat islamiste contre le journal satirique Charlie Hebdo, la critique de l'islam peut coûter la vie. Un soir de janvier, j'ai rencontré les 2 professeurs de Sciences Po Grenoble. Nous avons discuté longuement, loin du campus. Vous connaissez Klaus Kinsler, donc ? Non, on ne se connaît pas. Voilà, donc c'est le 2e fasciste de Grenoble. Oui, ouais, je suis passé un peu plus dans les médias comme mon collègue. Voilà, celui qui est connu, c'est pas moi. Mais ce 4 mars 2021, quand il est accusé publiquement sur les réseaux sociaux d'être islamophobe, Vincent Tournier n'a pas du tout le sourire. Il a peur pour sa famille. J'ai pas eu envie de me mêler de tout ça, j'ai pas eu envie que mon visage soit exposé dans les médias. J'ai eu peur pour ma famille, très clairement. C'est la première fois que j'ai dû dire à mes enfants, à côté, si on vous demande si vous êtes mes propres enfants, vous dites non. Hein. Tout commence à l'automne 2020. Des étudiants et professeurs préparent une journée de débat intitulée « Racisme, antisémitisme et islamophobie ». Klaus Kinsler, professeur d'allemand, critique l'emploi du terme islamophobie. Pour lui, il est utilisé par les islamistes et ne désigne pas le racisme contre les musulmans. Par email, le débat avec une de ses collègues est virulent. Klaus Kinsler critique l'islam. Des étudiants sont en copie des échanges. Ce débat s'est tenu à distance, dans un contexte de Covid, par mail interposé. Sabine Sauruger, la directrice de Sciences Po Grenoble. Donc là où on aurait pu avoir une vraie discussion entre collègues, tout ça s'est emballé.
Au retour des vacances de Noël, le débat s'envenime. Sur Internet, un syndicat étudiant accuse, sans le nommer, Klaus Kinzler d'être islamophobe. Il lance aussi un appel à témoignage sur Facebook contre son collègue Vincent Tournier, qui donne un cours sur l'islam. Ce terme islamophobie ne divise pas seulement à Sciences Po Grenoble. Une grande partie de la classe politique refuse de l'utiliser. Autrefois critique de ce terme, Jean-Luc Mélenchon justifiait sa participation à la marche controversée contre l'islamophobie en 2019. Nos compatriotes musulmans, la deuxième religion de ce pays, sont aujourd'hui montrés du doigt, insultés, menacés physiquement. Eh bien, c'est notre devoir de venir à la rescousse et d'apporter notre protection, comme nous l'avons fait hier pour les Juifs, et le referons autant de fois qu'il faut, chaque fois que quelqu'un dans ce pays sera montré du doigt du fait de sa religion, de sa couleur de peau ou de ses pratiques. Selon ses détracteurs, le terme islamophobie sert seulement à disqualifier ceux qui critiquent l'islam. Klaus Kinzler, le professeur d'allemand de Sciences Po Grenoble. Il est absolument loin de moi de nier qu'il y ait une forme de racisme en France contre les musulmans. Je ne pense pas que le terme islamophobie soit le mieux pour qualifier ou pour décrire cela. Pour ce professeur d'allemand, ce terme reste confus. Dans le dictionnaire, on y trouve deux définitions. Islamophobie, c'est l'hostilité envers l'islam et ou l'hostilité envers les musulmans. Islamophobie, normalement, c'est une peur de l'islam. Moi, j'avoue que j'ai parfois peur de l'islam. J'ai demandé à Klaus Kinzler pourquoi il avait peur de l'islam. C'est pas l'islam en tant que religion, c'est l'islam tel qu'il se présente depuis 40 ans à peu près, sous sa forme fondamentaliste. Et je pense, en France, il y a quelques centaines de victimes du terrorisme islamiste depuis 20 ans à peu près. Pensez au rôle de la femme, par exemple. Pensez à une séparation d'une partie de la population musulmane de plus en plus, dans les ghettos, dans les quartiers banlieues, etc., qui se séparent de notre société, où on adopte de plus en plus des valeurs qui sont très très loin des valeurs de la République. Ça peut faire peur. Ça n'a rien à voir avec le racisme contre les musulmans. Dans ce débat, Klaus Kinzler revendique donc sa liberté d'expression, celle de critiquer l'islam fondamentaliste. Moi, j'ai aucun problème, et j'aurai jamais aucun problème avec les musulmans, et donc me traiter comme ça m'est arrivé, non seulement de fasciste, moi je suis un libéral, mais de islamophobe, c'est pas seulement que ça me met en danger objectivement, et c'est tout simplement un moyen de propagande pour me faire taire. Du côté des professeurs qui argumentaient en faveur de l'utilisation du terme d'islamophobie, c'était argumenté à l'aide de recherche. Cette étudiante qui préfère garder l'anonymat résume la querelle. Pour ses professeurs, pouvoir choisir ce mot, islamophobie, c'est une question de liberté de recherche, de liberté académique. La collègue de Klaus Kinzler, qui défendait le terme islamophobie, n'a pas souhaité nous répondre. Pour comprendre ces arguments, je me suis donc tourné vers Vincent Gesser. Ce chercheur au CNRS a été étudiant à Sciences Po Grenoble. En 2003, Vincent Gesser a publié un livre intitulé « La nouvelle islamophobie ». Donc le mot islamophobie, pour beaucoup, c'est un terme qui a été inventé par des mouvements, par des groupes extrémistes pour justifier leur fondamentalisme, pour justifier leur atteinte à la laïcité. Or, en réalité, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est un terme qui est complètement banalisé chez les chercheurs, les universitaires, les politiques, les associatifs, les membres du Congrès, etc., etc. Vincent Gesser dit qu'il faut utiliser ce terme avec prudence, mais il affirme qu'il y a bien en France de l'islamophobie. On a tendance à associer toute forme visible de pratique musulmane à l'islamisme. Du coup, il suffit de dire qu'on est anti-islamiste pour justifier un rejet de forme visible de l'islam. Alors ça peut être le voile, ça peut être la barbe, ça peut être tout simplement des personnes qui se réclament musulmanes dans l'espace public. Et c'est dans cette réduction qu'on voit une forme d'islamophobie. C'est jamais une islamophobie assumée. Au-delà de ce débat, à Sciences Po Grenoble, tout le monde a été choqué par cette campagne d'affichage qui aurait pu mettre en danger Klaus Kinzler et Vincent Tournier. Mais l'affaire rebondit une nouvelle fois à l'automne. Dans une interview, Klaus Kinzler accuse Sciences Po Grenoble d'être un institut d'éducation, voire de rééducation politique, une allusion à la répression communiste.
C'est après cette interview que le fonctionnaire Klaus Kinzler est suspendu pendant 4 mois pour non-respect du devoir de réserve. En pleine campagne présidentielle, cette décision provoque de nombreux remous politiques. Les candidats de droite et d'extrême droite dénoncent une atteinte à la liberté d'expression et une dérive idéologique de cette école. Laurent Wauquiez, président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce qu'il va suspendre les financements de Sciences Po Grenoble. Pour Gilles Bastin, professeur de sociologie dans cet institut, pas de doute, il y a bien une récupération politique de cette affaire. Cette instrumentalisation, elle a été portée en partie effectivement par des agendas, je pense, assez politiques, qui sont liés sans doute à la campagne électorale en cours. Elle a été aussi portée à un moment par le fait qu'au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il y avait une volonté de trouver des cas d'islamo-gauchisme ou de wokisme dans les universités françaises. On a quand même eu un contexte dans lequel, contre l'ensemble de sa communauté, le ministère a cherché en fait à faire des exemples. Des politiques au gouvernement, à droite, à l'extrême droite, accusent certains universitaires de défendre les minorités religieuses au point de tomber dans une forme de collusion avec l'islam radical. Ils appellent ça l'islamo-gauchisme. Klaus Kinzler a publié un livre au titre évocateur « L'islamo-gauchisme ne m'a pas tué ». Son collègue Vincent Tournier. Une partie de la gauche radicale, se donne pour mission de lutter pour une religion, de défendre une religion. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. On est dans un contexte, effectivement, où les inquiétudes sur la laïcité sont plus fortes qu'avant. Peut-être qu'il y a un sentiment, effectivement, que les élites sont en train de lâcher sur la question de la laïcité. Je pense que c'est ça qui peut-être qui se joue à travers l'affaire de Sciences Po. Tous les systèmes démocratiques dans la zone occidentale du monde ont leur propre système de laïcité qu'on appelle aux États-Unis, en Angleterre, secularism. Philippe Portier est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et spécialiste des religions. Ce qui caractérise de ce point de vue la société française, c'est, me semble-t-il, 2 choses. Sur le terrain juridique, le fait que l'espace étatique est en France marqué par un souci d'invisibilité du religieux bien plus fort que dans d'autres pays. Deuxième élément, ne relève pas du droit, relève davantage du récit public. Il y a dans une partie de la société française un sentiment de défiance, parfois d'hostilité à l'égard du religieux, qu'on ne trouverait pas de la même manière dans les autres sociétés occidentales. En France, la laïcité a été inscrite dans le marbre en 1905 avec la loi de séparation des églises et de l'État. Mais selon Philippe Portier, son interprétation s'est profondément durcie ces dernières décennies. Avec cette idée que la laïcité qui hier visait à réguler les cultes en prenant en compte leur liberté constitutive, s'est transformée de plus en plus en instrument de contrôle des cultes. Mais cette évolution de la laïcité n'est pas toujours acceptée. Et cela nous renvoie à l'épisode grenoblois que vous évoquiez tout à l'heure, des façons différentes d'appréhender la laïcité. Certains considèrent qu'il faut maintenir une laïcité libérale et même l'ouvrir davantage qu'hier à des perspectives multiculturalistes qui prendraient en compte les différences ethniques, religieuses, régionales, bien davantage qu'auparavant. À Grenoble, une nouvelle polémique sur l'islam éclate à l'automne 2021. L'association qui gère la cafétéria de Sciences Po a trouvé un fournisseur moins cher. Elle annonce sur les réseaux sociaux que ses produits sont halal. Or, le principe de laïcité en France interdit la vente de nourriture confessionnelle dans un établissement public. Je m'appelle Inès, je suis en 3e année à Sciences Po Grenoble et j'ai 20 ans. Inès, une étudiante de confession musulmane, a été très touchée par cette polémique sur la nourriture halal à la cafétéria. Je savais qu'ils ne l'avaient pas du tout fait dans ce but-là, d'inclure ou de mettre de la viande pour tout le monde. Je savais très bien que pour eux, c'était de la transparence, de dire voilà ce qu'on vend. Je savais que c'était pas pour moi, mais je me sentis vraiment intégrée encore plus. Quand la polémique provoque un tollé médiatique, Inès est très affectée. Je sais pas pourquoi, moi, les larmes me sont montées aux yeux, mais directement, parce que c'était la goutte de trop, je pense, de tout ce que j'entendais déjà avant, avec toutes les histoires, etc. Ça m'a ramené à la réalité directement. Avec Inès, nous avons longuement discuté. Nous étions assis sur un banc en face de son établissement.
Je lui ai demandé de me parler de sa vie de femme musulmane ici en France. Des fois, je me sens pas voulue ici, alors que je pense que j'ai ma place. Moi, je suis née ici, mais mon père aussi est né ici. Donc, je vais pas me laisser faire, hein. Mais parfois, on a l'impression de pas être plus que ça voulu dans l'espace. Je parle pas de Sciences Po, je parle pas de l'université, moi, j'ai jamais eu de soucis là-dedans. Mais en général, quand on entend, je sais pas moi, Zemmour parler, on l'entend de plus en plus, tout le temps. Un peu trop, je trouve. Beaucoup de candidats à l'élection présidentielle, notamment à droite et à l'extrême droite, évoquent l'islam dans leur campagne. Mais c'est bien Éric Zemmour qui en parle le plus. Le candidat d'extrême droite a fait de la supposée islamisation de la France l'ADN de sa campagne. Bonjour. C'est moi, Léa. Enchanté. De même. J'ai retrouvé Léa, 20 ans, gros manteau sur le dos devant son école, Sciences Po Grenoble. Ma mère est de Bosnie-Herzégovine. Elle est bosniaque, c'est une minorité musulmane dans les Balkans, donc surtout en Bosnie. Et mon père est français, du coup. Ils se sont rencontrés là-bas parce que mon père était humanitaire pendant la guerre de Bosnie. Ils sont venus en France et après, c'est ma mère qui m'a élevée surtout, donc elle m'a vraiment élevée dans la religion et la pratique. Quelle est votre identité? Oula, femme déjà, musulmane, blanche aussi, de classe sociale moyenne, je pense. Je ne me sentirais pas obligée de préciser blanche s'il n'y avait pas le musulmane derrière, parce que c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur de faire comprendre aux gens autour de moi qu'il y a une diversité dans l'islam, musulmane, blanche et bosniaque aussi, parce que j'y suis très attachée. Est-ce que c'est difficile d'être musulmane en France? Oui, c'est sûr que ça l'est, mais je suis un peu protégée de tout ça. Forcément, il n'y a personne qui va m'assimiler. Je peux très bien ne pas le dire si je sens que je suis entourée de gens qui peuvent avoir des propos haineux ou même des comportements dangereux. Oui, c'est dur, dès qu'on le dit, il y a toujours des regards un peu bizarres, un sentiment de devoir se justifier. Des gens à la cantine, quand j'étais au lycée, qui venaient mettre du porc des fois dans mon assiette. Enfin, c'était soi-disant une blague pour eux, mais ça m'a jamais vraiment fait rire. Enfin, les gens pensent toujours que je suis convertie. On m'a déjà demandé si c'était parce que je sortais avec un extrémiste, machin. Enfin, je sais pas, il y a une diversité au sein même de l'islam, et il y a des gens, certes, il y a des gens qui sont pas corrects, mais il y a un juste milieu, quoi. À partir des années 60-70, de nombreux immigrés, souvent musulmans, arrivent des anciennes colonies françaises. Ils viennent travailler en France, puis restent. Pour le professeur Philippe Portier, que vous avez entendu plus tôt, l'arrivée de ces populations musulmanes a pu créer un sentiment de rejet dans la société. Il y a là, d'une certaine manière, mais c'est un peu le cas dans tous les pays d'Europe, un facteur de production d'une certaine insécurité culturelle, pour reprendre un concept qui a parfois été utilisé par les sociologues, qui conduit la société française à ne pas accepter cette différence qui germe en son sein. Les attentats produisent assez systématiquement des postures, des positions de rejet de la religion musulmane depuis les années 1990. En France, d'après une récente enquête, 61% des personnes interrogées pensent que l'islam, la deuxième religion de notre pays, représente une menace pour la République. Cette population demande à l'État d'être plus ferme dans la régulation de la foi, dans la régulation de la religion, des religions, mais surtout de la religion musulmane, comme on l'a vu avec les controverses autour des signes religieux dans l'espace public et maintenant d'ailleurs dans l'espace social simplement. Très régulièrement et depuis des années, le voile porté par des femmes musulmanes fait l'objet de polémiques, comme un résumé des tensions qui entourent la question de la laïcité. En 2004, une loi qui interdit le port des signes religieux ostensibles à l'école, comme le voile, est promulguée. En 2010, le voile intégral, la burqa, est banni de l'espace public avec l'adoption d'une loi qui interdit la dissimulation du visage. Plus récemment, en 2021, la loi dite contre le séparatisme entend lutter contre l'islam radical. Elle instaure par exemple un contrôle renforcé des associations confessionnelles, car certaines organisations sont soupçonnées de ne pas respecter les valeurs républicaines. Mais alors, quelle place occupe réellement la religion chez les Français ? Philippe Portier a coécrit un livre passionnant, La religion dans la France contemporaine.
Son hypothèse est celle de la polarisation, avec d'un côté une sécularisation. Il est de moins en moins de Français qui se disent aujourd'hui membres d'une religion. Je peux donner un chiffre en la matière. Dans les années 1950, 95% de la population se disait catholique. C'est le cas aujourd'hui simplement de 32%. Et de l'autre côté, l'apparition de ce que Philippe Portier appelle des effervescences religieuses qui se trouvent, selon lui, en marge de la société. Par exemple, du côté du judaïsme, avec le mouvement des ultra-orthodoxes, du côté des protestants, avec les communautés évangéliques, du côté des catholiques aussi, avec des mouvements de catholiques d'identité, et puis enfin, les populations musulmanes, avec une fixation des effervescences du côté des populations jeunes, qui vont davantage à la mosquée, qui prient davantage, qui sont davantage attachés à la dimension halal, à la dimension de la pureté de la vie, et qui, pour ces populations, se recrutent essentiellement dans les segments les plus en marge de la société. Et du coup, je vais vous poser cette question-là. Est-ce que c'est difficile d'être musulman en France ? C'est difficile pour les autres que les gens soient musulmans. Être musulman, c'est hyper facile, c'est avoir ses convictions personnelles et les combiner avec les valeurs de la République. Je me sens pas en contradiction ni avec la France, ni avec Sciences Po, ni avec quoi que ce soit. Vous avez écouté Turbulence, un podcast de l'agence France Presse. Dans le prochain épisode, ma collègue Camille Kaufmann vous emmène dans une nouvelle zone de turbulence, cette fois avec le monde paysan qui, face au réchauffement climatique, navigue entre deux eaux. Si vous appréciez notre documentaire, parlez-en autour de vous et laissez-nous des étoiles là où vous nous écoutez. À très bientôt pour un nouveau numéro.